Aucun twist d'aucun film de l'histoire du cinéma n'a jamais fait mieux que celui-ci. Il est horrible, il est choquant, il est traumatisant, mais il est magnifique aussi. Je veux bien évidemment parler du twist extrêmement culte de la planète des singes, une séquence mémorable que je vais vous décortiquer par le menu pour vous expliquer pourquoi c'est si génial. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Bonjour à toutes et à tous, ici Judith et je ne saurais trop insister sur le fait que cette vidéo contient le pire spoiler de l'histoire du cinéma. Alors ne venez pas râler en commentaire si jamais vous n'avez pas vu le film, que vous êtes encore là. C'est bon, je peux y aller ? Je vais donc vous parler de La planète des singes, la version de 1968 et première adaptation du roman de Pierre Boulle publié en 1963. C'est de ce film, réalisé par Franklin Schaffner avec Charlton Heston dans le rôle du héros George Taylor, que découlera toute la franchise La planète des singes, qui comporte les nombreuses suites à ce premier film, mais également la quadrilogie préquelle initiée en 2011, ainsi que le regrettable film de Tim Burton quelque part au milieu. Bref, 10 films en tout pour le moment, sans compter les séries, donc c'est vous dire si La planète des singes est un matériau qui n'a jamais cessé de fasciner au cours des 60 dernières années. C'est évidemment grâce au talent de Pierre Boulle et de son roman visionnaire, mais personnellement, je pense que c'est aussi grâce à la force d'impact du film de Franklin Schaffner et notamment de sa fameuse révélation finale, qui, pour le coup, s'éloigne pas mal de celle du roman. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas parler du film de Schaffner dans sa globalité, et encore moins de l'ensemble de la saga. Beaucoup de gens ont déjà traité ces sujets avant moi. Mon but, ça va être simplement de vous décortiquer plan par plan les dernières minutes du film de 68, pour essayer de vous expliquer au mieux ce qui fait que ce twist est tout simplement devenu le plus bouleversant de tous les twists, et pourquoi il est resté indépassable et indépassé depuis. Laissez-moi déjà vous faire un rapide résumé de l'histoire du film pour les personnes qui l'auraient oublié, de sorte que tout le monde comprenne bien ce qu'il se passe dans cette séquence finale. Un astronaute nommé George Taylor chill à bord d'un vaisseau spatial en enregistrant un journal de bord vocal. Il nous apprend à cette occasion que lui et ses 3 comparses qui sont en hypersommeil ont été envoyés en mission sur une lointaine planète inconnue, mais on ne sait pas encore dans quel but. Il pense aussi au fait que les lois cheloues de la physique font que sur Terre, au moment où Taylor parle, il s'est déjà écoulé 700 ans et que les hommes qui l'ont envoyé en mission sont morts depuis longtemps, laissant la place à, il l'espère, de nouvelles générations moins belliqueuses et destructrices que les humains qu'il a connus. Pas de chance, l'atterrissage se passe mal puisque le vaisseau arrive dans la flotte et qu'on découvre au passage que la seule femme de l'équipage est morte de vieillesse dans son hypersommeil après que son caisson a été abîmé. Voilà donc nos 3 gars coincés entre couilles sur cette fichue planète à 300 années-lumière de la Terre, 2000 ans après leur départ et sans moyen de repartir. Mais tout n'est pas perdu, car cette planète aussi est habitée par des humains, dont une meuf que le héros trouve immédiatement à son goût. Quelle chance! Sauf que ces humains sont en réalité muets et réduits en esclavage par l'espèce dominante de cette planète qui n'est autre que des grands singes, semblables aux grands singes terrestres, mais avec les attributs, le langage et à peu près la technologie des humains terriens. Chez eux, les humains sont des êtres sous-évolués qui, pensent-ils, ne parlent pas, ne réfléchissent pas, ne ressentent pas, etc. Laissez-moi vous dire que notre héros américain, quand il voit que ses semblables sont traités de la même façon que sa propre espèce traite certaines populations animales et même certaines populations humaines, ça ne lui plaît pas du tout. Non mais c'est vrai, c'est quoi ça d'être enfermé derrière des barreaux, de devenir le sujet d'expériences scientifiques et d'être forcé à travailler sans relâche dans la misère en attendant d'être empaillé après sa mort? C'est pas sur Terre que de telles choses arriveraient. Bref, entre l'aide dévouée des scientifiques chimpanzés Zira et Cornelius et la répression cruelle du gouvernement des grands singes, Taylor essaye de retrouver un semblant de liberté avec celle qui lui sert maintenant de compagne attitrée et qu'il a appelée Nova. Profitant du fait qu'elle ne comprend rien à ce qu'il raconte, Taylor révèle d'ailleurs à Nova, et aux spectateurs par la même occasion, que la mission dont il faisait partie, au départ, consistait à coloniser une nouvelle planète et à fonder toute une nouvelle civilisation afin de faire perdurer la race humaine qui menaçait de s'autodétruire sur Terre à grand renfort de guerre en tout genre. Je sais pas dans quel monde ils se sont pas dit qu'il y avait une petite erreur de calcul en emmenant que 3 hommes et une femme, la pauvre, même Taylor dit dans le film qu'il vaut mieux pour elle qu'elle soit morte avant d'atterrir, ok super, mais je vous dis pas la belle population de consanguins à laquelle on a échappé. Bon, je vous la fais courte, mais au bout d'un moment, Taylor s'enfuit grâce à l'aide de Zira et de Cornelius, et tout ce beau monde prend la fuite vers une zone interdite où les singes n'ont habituellement pas le droit de se rendre. Là-bas, Cornelius montre à Taylor et au méchant ministre Zaius qui les a rattrapés, une grotte dans laquelle il a retrouvé les restes d'une civilisation humaine, dont une poupée qui parle, et qui prouve bien que des hommes doués de parole et d'une technologie avancée ont vécu sur cette planète avant la dictature des singes. Zaius reconnaît qu'en fait, il était tout à fait au courant de ça et qu'il sait aussi
que ces humains ont causé leur propre perte et la semi-destruction de la planète. Sans écouter les avertissements ou les indices, parce qu'à ce stade il y a déjà pas mal de personnes qui ont deviné le fameux twist, Taylor part sur son cheval avec sa Nova en quête d'un avenir meilleur loin des singes. Malheureusement, il tombe sur ce qui reste de la Statue de la Liberté, les vestiges d'un monument qui lui font comprendre que son vaisseau a voyagé dans le temps mais pas dans l'espace et qu'il se trouve depuis le début sur la Terre, où sa civilisation s'est complètement auto-anéantie au profit de l'évolution de celle des singes. Coup dur. C'est à ce moment que Taylor frappe le sol de rage en criant « Pourquoi n'ai-je pas pris plus tôt mon abonnement à écran large ? Ce super site orange plein de critiques et d'actus ciné tenu par une rédaction bourrée de gens très cool qui font aussi des vidéos YouTube géniales, qui méritent bien un like. Maintenant c'est trop tard alors qu'en plus c'était pas cher et qu'ils avaient besoin du soutien de leurs lecteurs. J'espère vraiment qu'avant la destruction de la planète, beaucoup de gens se seront abonnés pour avoir accès à leurs articles exclusifs. » Ouais, vraiment chelou la dernière réplique du film, mais écoutez, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Bref, cette dernière scène qui m'a beaucoup impressionnée, pour ne pas dire terrifiée lorsque j'ai vu le film pour la première fois quand j'étais enfant et que j'avais pas du tout vu venir le twist, c'est donc celle dont nous allons parler plus précisément dans cette vidéo. Alors chose évidente déjà, cette seule image de la Statue de la Liberté à moitié détruite, qui tend son flambeau pour personne sur cette plage déserte, suffit à faire basculer la planète des singes dans le genre du film post-apocalyptique. Malgré les indices qui nous amenaient à penser que cette planète risquait en fait d'être la Terre depuis le début, jusque-là on était dans un film d'aventure et de science-fiction. Mais par cette seule image, il est évidemment sous-entendu une apocalypse dont ni le personnage ni le spectateur n'ont été témoins, mais qui a tout de même déterminé toutes les conditions du récit. Alors revenons un instant sur le principe du genre post-apo. C'est un genre qui raconte ce que pourrait devenir notre planète et éventuellement un résidu de population humaine après la destruction de la majorité du monde, ou surtout de la civilisation, telle qu'on la connaissait. Il existe des films apocalyptiques ou post-apocalyptiques dans lesquels l'humanité se prend un phénomène naturel dans la tronche, comme un astéroïde qui lui tombe dessus, ou une réponse aux catastrophes écologiques qu'il a lui-même engendrées. Mais il existe aussi, en très grand nombre, les films dans lesquels les hommes sont encore plus directement responsables de leur propre disparition, à travers la guerre et le pilonnage pur et simple de leur territoire. Évidemment, beaucoup de ces films en particulier sont marqués par l'énorme traumatisme civilisationnel qu'a été l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Parce que jusque-là, l'humain savait qu'un jour, son monde serait voué à disparaître d'une façon ou d'une autre. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, il a été confronté à la preuve très concrète qu'il était lui-même capable de créer sa propre apocalypse du jour au lendemain. Bien sûr, cette idée est au centre de beaucoup de films post-apo, et c'est le cas d'un film comme La planète des singes, qui sort à peine plus de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette thématique de l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, qui remet en question toute la validité de notre soi-disant progrès et de notre soi-disant supériorité, elle est utilisée avec différentes intentions selon les films. Parfois c'est un message optimiste qui se cache derrière, parfois pas du tout. Et un film comme La planète des singes tient un discours purement nihiliste sur la question. Mais pour détailler, on va donc prendre la séquence plan par plan, et on va commencer là, au moment où Taylor et Nova quittent leur camarade poilu. Ce plan, qui montre Taylor caresser sa meuf derrière l'oreille comme un chien, est important pour la progression de la séquence. Ici, nos personnages sont filmés dans un moment de complicité qui semble dire qu'ils réussiront à se construire un avenir heureux. Derrière, tout le cadre est occupé par la mer et l'horizon bleu, qui évoque l'infini d'un décor qui promet la liberté et la sérénité. Le plan, plutôt rapproché, permet la lecture des visages et se concentre sur les individus, leurs relations, leur importance au sein d'une histoire qui, à ce moment-là, redevient la leur. En dépit de tout ce qui est arrivé, Taylor redevient libre et acteur de sa propre vie, qu'il va pouvoir reconstruire à partir de lui-même et de sa nouvelle relation. Bref, c'est un parfait plan de happy ending. Sauf que ça ne s'arrête évidemment pas ici, parce que le vrai ending, il est pas super happy. Plan suivant, on s'éloigne, mais la caméra est tournée vers la destination des personnages. Un décor accueillant, et encore une fois, on est gagné par une impression de liberté et de possibilités infinies. Les choses se compliquent au plan suivant. Et d'ailleurs, la musique mal aimable de Jerry Goldsmith nous le fait bien comprendre. Les personnages sont désormais filmés en forte plongée, apparaissant derrière un feuillage comme si on sous-entendait un regard extérieur sur l'action. Il n'y a pas vraiment quelqu'un en train de les observer derrière les branches, mais de cette façon, on place une distance dans l'œil du spectateur qui change de regard sur les héros. Rendus petits et humbles par ce cadre écrasant qui pèse sur eux, les personnages ne donnent plus tellement l'idée d'être maîtres de ce qui leur arrive ou de ce qui va leur arriver. Dans le plan encore plus large qui suit, c'est toujours conflictuel parce que la musique et la forte plongée nous cachent l'horizon, continuent à inquiéter, pourtant il y a aussi des éléments plus positifs. Au-delà de la beauté du paysage, je pense notamment au fait que les personnages à cheval décrivent une ligne droite au milieu du cadre, qui va de droite cadre à gauche cadre. Alors j'ai jamais retrouvé la source, j'avoue, mais un jour, j'ai un prof qui m'avait expliqué que dans le cinéma américain,
Souvent, les déplacements des personnages de l'Est vers l'Ouest, pour vous c'est dans l'autre sens, de l'Est vers l'Ouest, étaient un symbole positif, parce que ça faisait écho à la conquête de l'Ouest, et donc au progrès de la civilisation américaine. Si on oublie évidemment l'aspect colonial et le massacre des populations natives, évidemment. Bon, j'ai pas pu retrouver d'où ça venait, et j'espère que donc mon prof ne tombera jamais sur cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant, dans un plan qui ressemble presque à une carte sur laquelle se déplacent des pions, d'imaginer qu'il y a effectivement une idée d'avenir prometteur et de renouveau de la civilisation humaine qui transparaît au travers de ce déplacement en ligne droite. Évidemment, ici, tout l'intérêt, c'est l'ironie énorme de ce symbole, puisque Taylor se dirige en fait vers la découverte de l'effondrement de sa civilisation. Ensuite, on continue avec un plan encore plus large, un plan d'ensemble. Et cette fois, la caméra a fini de tourner pour se retrouver à l'opposé de son point de départ. Vous voyez le parallèle avec le plan qui montrait l'avenir des personnages. Et bien sûr, les plans d'après, la caméra est passée sur le côté, et maintenant elle se place devant les personnages, en butée face à eux, et à leur trajectoire. La caméra bouge et laisse apparaître, en amorce, des morceaux d'une construction qu'on n'identifie pas encore. La mise en scène ne nous y donne pas vraiment accès, mais avec un zoom super dramatique sur Taylor et Nova, on comprend que cette découverte va s'avérer très grave. Dans le plan suivant, les personnages continuent et la caméra est toujours sur leur chemin, tandis qu'ils approchent de la découverte finale qui est donc la Statue de la Liberté. Plus insidieusement, la caméra se place presque dans le point de vue de la Statue de la Liberté, qu'on ne découvre dans son entièreté qu'après la réaction de Taylor. Cet effet de cadrage et de montage permet un décalage qui va ménager un temps pour que le personnage reçoive l'information, accuse le coup et réagisse, là où le spectateur comprend évidemment tout en une seconde lorsqu'il voit enfin ce que voit Taylor. C'est une astuce qui permet de garder le twist pour la toute dernière image du film, une fois que les dialogues sont terminés, ce qui le rend 1000 fois plus impactant. Et ce qui est intéressant dans ce plan, c'est cette manière de suggérer la présence de la statue en ne montrant que les pics de sa couronne en amorce au premier plan. De cette façon, on suggère sa taille, Taylor regarde a priori quelque chose de très grand, mais on morcelle aussi cette figure ultra connue en la prenant par un petit bout qui, à lui tout seul, ne signifie pas grand-chose d'autre que la présence d'un gros déchet qui pourrit sur la plage. Par ce procédé, on nous montre d'abord la statue dans toute la vacuité de sa matérialité, et non pas comme un objet qui est chargé d'histoire et de symboles dans notre esprit de spectateur occidental. Et en même temps, pour le spectateur qui aurait déjà assemblé les nombreux indices qu'il y a dans le film pour le mettre sur la voie de la révélation finale, ces grands pics sont des indices supplémentaires qui l'amènent, avec une certaine ironie dramatique, vers la conclusion qu'il soupçonnait et que Taylor refusait d'envisager. Nouveau zoom plutôt violent du coup, au moment où la réalité le frappe de plein fouet et qu'il est saisi par l'horreur de ce que signifie ce qu'il est en train de regarder. À ce moment-là, le personnage est face à nous, et comme on est placé à l'endroit de la Statue de la Liberté, on a l'impression qu'il nous regarde, nous, spectateurs, qui sommes potentiellement amenés à vivre l'apocalypse qui a eu lieu pendant que Taylor faisait son petit saut dans le temps. Et oui, parce que tout l'objet de ce twist, c'est d'établir à quel point les humains sont une espèce tragiquement déplorable, que l'orgueil et la haine mènent toujours à l'autodestruction. Et à travers ce quasi-regard caméra, la mise en scène nous vise directement. Nous sommes, à ce moment-là, le miroir de la tragédie humaine dans lequel se regarde Taylor, et inversement. On revient ensuite sur un plan plus serré sur Taylor, presque semblable au premier plan de la séquence, mais dont tous les éléments ont changé de signification. La mer, au-dessus de laquelle on ne voit plus d'horizon, évoque désormais la nature qui continue de vivre en arrière-plan, indifféremment au parcours des humains, et au milieu de laquelle Taylor n'est jamais qu'un grain de sable, pas plus important qu'un autre, dont la destinée n'est pas plus remarquable que celle d'un autre. Cette fois-ci, alors qu'il s'effondre de désespoir en comprenant que les hommes de son époque ont tout détruit lors d'une guerre nucléaire, le cadre le sépare de Nova, sur qui la caméra bascule ensuite. Elle est maintenant séparée de lui par la mise en scène parce qu'elle ne comprend pas la réaction de Taylor. Parce que pour elle, qui est humaine, mais qui n'a pas connu l'époque de son compagnon, la Statue de la Liberté n'est qu'un morceau de métal qui rouille sur la plage. Et dans le plan final qui s'élargit pour enfin nous montrer la statue dans toute son entièreté, l'idée est justement de jouer sur leurs deux regards radicalement différents face à un même objet inanimé. Pour Taylor, cette image est particulièrement cruelle parce qu'elle concrétise une angoisse qu'il traîne depuis le début du film. Au moment d'arriver sur cette terre inconnue avec son équipage, Taylor est un homme complètement nihiliste, qui n'est en rien attaché à sa planète ou à son époque. Il méprise les hommes, qu'il trouve trop enclins à la violence aveugle, un peu drôle venant de la part d'un personnage joué par Charlton Heston, et il dit que ce qui l'a motivé à devenir astronaute, c'est l'idée qu'il doit bien exister quelque part dans l'univers, quelque chose de mieux que l'homme. Il se moque aussi volontiers de son coéquipier, à qui il prête une ambition toute américaine, de gloire et d'immortalité, et à qui il dit que oui, sur Terre, il doit bien exister une statue en bronze de lui qui moisit quelque part suite à son engagement dans cette mission. Évidemment, énorme foreshadowing du plan final du film, parce qu'à la fin, c'est bien Taylor qui se trouve finalement désespéré de la fin d'une humanité qu'il méprisait pourtant au plus haut point. En fait, ce qui est passionnant dans l'évolution du personnage, qui par ailleurs n'a pas une personnalité très fouillée, c'est qu'il est tout d'abord nihiliste,
Puis, en se battant pour faire reconnaître les qualités de l'espèce humaine auprès des singes, et en conquérant sa liberté, il trouve enfin un sens à sa vie et une estime pour ce qu'il est. Malheureusement, ce dernier plan le ramène à son nihilisme premier, en le ramenant brutalement à son avis initial sur les hommes. Arrêtons-nous un instant sur cette notion de nihilisme. Si je prends la définition du Larousse, le nihilisme, c'est tout simplement la négation des valeurs intellectuelles et morales communes à un groupe social, refus de l'idéal collectif de ce groupe. Mais pour aller un peu plus loin, on peut aller voir du côté de la philosophie, chez Nietzsche, qui associe le nihilisme à ce qu'il appelle la mort de Dieu. Rien que ça. En très gros, Nietzsche estime que l'homme ne supporte pas de ne pas donner de sens à son existence, et de laisser la vie s'exprimer pour elle-même sans imaginer un ordre, une direction qui lui confère un rôle à jouer dans un schéma plus grand. Naturellement, selon lui, c'est pour répondre à ce besoin que l'homme s'est tourné vers la religion, quelle qu'elle soit, et notamment vers ses préceptes moraux que Nietzsche trouve atrocement mortifères. Mais il observe qu'au cours du 19e, 20e siècle, avec l'avancée de la science, de la médecine, la révolution industrielle, etc., la rationalisation prend le pas sur le spirituel et que Dieu disparaît du quotidien des gens, au moins sous sa forme d'ensemble de règles religieuses traditionnelles, traditionnalistes, qui dictait le quotidien des gens. A priori, c'est pas un mal en soi pour le philosophe. Sauf que le problème, selon Nietzsche, c'est que face à cette mort de Dieu, toute l'échelle de valeurs de la société occidentale s'effondre. Parce que son concept même de morale était basé sur un héritage chrétien. Donc quand vous enlevez ça, l'homme se retrouve une nouvelle fois face au fait que son existence n'a pas de sens, n'est pas l'objet d'une destinée imaginée par une entité supérieure. Et ça, pour l'homme, c'est la panique, parce qu'il a beaucoup de mal à s'imaginer être un animal comme les autres, qui n'aurait pas d'autre but réel que de manger, dormir, survivre. Or, un film comme La planète des singes est évidemment très empreint de darwinisme, et de l'idée, justement, que si l'homme se retrouve aujourd'hui au sommet de la chaîne alimentaire, c'est par le truchement accidentel d'une certaine évolution, et que si quelque chose s'était passé différemment à un moment donné dans cette évolution, c'est une autre espèce qui aurait pu développer une civilisation et réduire d'autres en esclavage. Genre, par exemple, les grands singes. Le film met à mal l'idée de destinée et de progrès en montrant que la supériorité d'une espèce la conduit toujours à devenir tyrannique et destructrice, et qu'en ça, l'homme est effectivement juste un animal comme un autre. Dans la généalogie de la morale publiée en 1887, Nietzsche écrit que « Nous ne voyons aujourd'hui rien qui permette de devenir plus grand. Nous pressentons que tout va en s'abaissant pour se réduire de plus en plus à quelque chose de mince. » Qu'est-ce que c'est que le nihilisme si ce n'est cette lassitude-là ? Nous sommes fatigués de l'homme. Voilà, ça c'est exactement la position de Taylor au début du film, qui a perdu tout espoir en sa propre espèce, qui ne voit pas à quoi elle peut bien servir et ne veut plus en entendre parler. Et la musique expérimentale de Jerry Goldsmith va dans son sens d'ailleurs. À refuser toute mélodie et tout rythme classique, elle va aussi à l'encontre d'une échelle de valeurs, elle désobéit à un ordre établi et elle va en fait dans le sens du nihilisme. À la fin du film, pour revenir au plan qui nous intéresse, Taylor est forcé de revenir à son nihilisme, alors même qu'il avait retrouvé espoir en sa nature d'homme et en son avenir. Et c'est très fort parce qu'entre le moment, au début de la séquence qui pourrait être la fin du film, où il s'en va à cheval tout heureux avec Nova, et cette dernière image, en fait, rien n'a changé. Les mêmes possibilités s'offrent toujours à lui, il va toujours pouvoir aller vivre comme Tarzan dans la forêt avec sa meuf, et vivre d'amour et d'eau fraîche. Concrètement, le fait que l'espèce humaine se soit auto-annihilée 20 siècles avant, ça n'a aucune espèce de conséquence directe sur son avenir. Le fait qu'il se trouve coincé sur une planète inconnue, ou le fait que cette planète soit en fait la Terre dans le futur, matériellement, ça ne change rien du tout pour le personnage. Et d'ailleurs, on voit bien que ça ne changera rien non plus pour Nova, qui se demande bien pourquoi son mec tape une crise dans le sable. Alors pourquoi c'est si terrible ce dernier plan ? Pourquoi est-ce que ce twist nous bouleverse autant et bouleverse le personnage ? Tout est, bien sûr, une question de symbole. La statue de la liberté, c'est l'incarnation par excellence de la liberté, comme son nom l'indique, de la civilisation moderne, de l'entente entre les peuples, du progrès de l'histoire, des droits de l'homme, etc., etc. En tout cas dans une vision extrêmement blanche américaine de la chose, avec les œillères qui vont avec, et justement le film utilise très bien l'ironie de ce symbole très faussé, surtout aujourd'hui. Bref, quand Taylor reconnaît la statue, cette image suffit à tout lui faire comprendre. Là où tous les indices précédents dans le film, genre la poupée qui parle, le fait que les singes parlent anglais et tout, n'y étaient pas parvenus. Parce que c'est ce symbole précis qui encapsule toute l'identité de l'Amérique dont il vient, tout le mensonge d'un idéal de paix et de liberté, et qu'il lui fallait la force de cette image pour accepter l'idée que les humains ont vraiment fini par créer leur propre apocalypse. Alors même si Taylor n'a pas vécu cet apocalypse, le fait qu'il apprenne qu'elle a eu lieu le remet de façon très violente face au fameux néant de l'existence que redoutent les hommes selon Nietzsche. Si les humains ont été capables de créer cet apocalypse et de se détruire, sa propre existence à lui, en tant qu'humain aussi, ne peut plus prétendre à avoir un sens. L'idée de destinée, de progrès ou de morale civilisationnelle ne peut pas survivre à ça. Donc en fait, Taylor se retrouve d'un coup dépourvu du sens de sa propre vie, alors qu'il venait de le trouver.
en apprenant ce que d'autres hommes ont fait 20 siècles avant. Finalement, le regard le plus sage, mais sage parce qu'ignorant, dans cette histoire, c'est celui de Nova, pour qui ce symbole ne signifie rien, et qui ne voit pas sa vie changer parce qu'un vieux bout de bronze est abandonné dans le sable. Toute la tragédie de la scène réside aussi finalement dans l'opposition de la réaction des deux personnages, parce que Taylor sait désormais qu'il est réellement le dernier humain dans l'univers à avoir hérité de l'histoire de la civilisation moderne, et que celle-ci n'aura rien donné d'autre que la destruction. Je trouve que c'est 1000 fois plus fort de finir là-dessus plutôt que sur l'autre fin qui avait été envisagée à la réalisation du film, et selon laquelle Taylor était tuée par les singes, tandis que Nova s'enfuyait, portant en elle le bébé du héros. Ici, on termine sur une image qui met Taylor face à la destruction de toute l'histoire et tout l'héritage de son espèce, ce qui lui ôte son humanité, en tout cas ce qu'il estimait être la substance de l'humanité, et c'est pour ça que sur la dernière image, selon des codes très darwiniens, il est représenté à quatre pattes comme un singe, là où Nova se tient debout, parce que finalement, face au même symbole, Nova, qui était tout juste une créature humanoïde non évoluée, n'est pas privée de son humanité qui réside en fait en des choses beaucoup plus simples. Les rôles sont inversés entre deux, et finalement, Taylor devra apprendre à vivre comme Nova, avec comme simple but de manger, dormir et survivre, parce que finalement, aucun autre sens pertinent ne peut être donné à l'existence de l'espèce humaine. À lui et à nous de trouver de la beauté là-dedans, finalement. Quelque part, ce que vit Taylor en direct, c'est un peu la fameuse mort de Dieu dont parlait Nietzsche, puisqu'il voit périr et pourrir sous ses yeux, le symbole de tout son système de valeurs, alors même qu'il était promis à devenir une sorte de nouvel Adam avec sa nouvelle Ève sous le bras. Ce sous-texte religieux est balayé d'un revers de main par ce plan qui nie toute idée de destin ou de supériorité à l'homme, qui n'est qu'une anecdote due au hasard dans la vie de la planète Terre. Et finalement, c'est ça qui est vraiment terrifiant dans cette fin, et qui fait que ce twist reste, à mon sens, absolument indépassable aujourd'hui. Et l'une des plus grandes fins de l'histoire du cinéma, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette magnifique séquence, et si tout ça, ça vous a donné envie de vous plonger ou de vous replonger dans la planète des singes, laissez-moi vous renvoyer vers ma vidéo consacrée à l'histoire du film de Tim Burton, dont la fin, pour le coup, est beaucoup plus proche de celle du roman de Pierre Boulle. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt, si l'apocalypse ne nous est pas tombé dessus d'ici là.